C'est donc pour toutes ces raisons, plus toutes celles qui ont été évoquées, bien évidemment, avant, que nous avons décidé, avec Dominique Potier, mon collègue socialiste, et Daniel Auroy, député écologiste, de fonder, fin 2012, un cercle, avec les ONG, de fonder un cercle de réflexion parlementaire, et nous avons travaillé à l'élaboration d'une loi. Alors évidemment, le drame du Rana Plaza a accéléré le mouvement, ce qui fait qu'on a vraiment accéléré les choses, et nous avons pu déposer cette proposition de loi fin 2013, donc ça fait un peu plus maintenant d'un an. Alors l'objectif de cette proposition de loi, on l'a dit, mais je vais le répéter ici, parce que c'est d'instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs également, conformément, et ça a été dit aussi par Caroline aussi je crois, aux principes directeurs de l'ONU et ceux de l'OCDE. Il s'agit bien de responsabiliser les sociétés transnationales afin d'éviter la survenance de drames en France et à l'étranger d'ailleurs, et d'obtenir, parce que dans les exemples que je vous ai cités, je n'ai pas cité un exemple que vous connaissez tous, qui est celui de l'ERICA, quand même, qui est un vrai problème de droit de vigilance des entreprises. Si Total avait fait attention de ne pas faire naviguer un navire poubelle, eh bien nous n'aurions pas eu la catastrophe du Rana Plaza. Donc si la loi avait existé, on n'aurait peut-être pas eu cette catastrophe en Bretagne. Donc et il faut vraiment donc travailler pour ça et pour éviter évidemment et obtenir des réparations pour les victimes, ce qui a été dit aussi, en cas de dommages, notamment portant atteinte aux droits humains et à l'environnement. Donc je ne vais pas revenir sur le drame du Rana Plaza, c'était prévu que je vous en parle, parce qu'on ne peut pas parler de cette proposition de loi sans parler du drame du Rana Plaza, 1138 morts, mais aussi beaucoup de victimes qui ne pourront plus jamais travailler de leur vie. Je peux vous dire qu'avec Dominique Potier et Daniel Auroy, on a accueilli, avec aussi les ONG qui étaient là, deux victimes qui sont venues nous voir au printemps dernier, qui faisaient un petit peu le tour de l'Europe aussi pour parler de ce qui s'était passé. Donc on a plusieurs milliers de personnes qui ne pourront plus jamais travailler en dehors de celles qui sont mortes. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Donc vous rappelez qu'effectivement des grandes marques françaises ont aussi été retrouvées, et européennes en règle générale, ont été retrouvées dans les débris. Je vous ai parlé du delta du Niger, parce que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Et puis la catastrophe de l'Erika, évidemment, qui touche nos côtes bretonnes. Parce que le but de cette proposition de loi, enfin la raison de cette proposition de loi, c'est qu'aux yeux du droit, aujourd'hui, chaque entité qui compose le groupe est considérée comme autonome et sans aucun lien juridique avec la maison mère. Enfin, ce qui est bien expliqué, Fanny. Aujourd'hui, si la filiale d'une société transnationale européenne installée en dehors des frontières européennes ne respecte pas la législation en vigueur, commet des violations de droits humains, ça a été suffisamment cité, ou provoque des dommages environnementaux, la responsabilité juridique de la maison mère n'est absolument pas engagée. Et en profitant d'un cadre dérégulé, on va essayer de corriger, en échappant à toute possibilité de sanction, eh bien les multinationales refusent d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des agissements de leurs filiales, et ce cloisonnement juridique empêche les victimes de saisir le juge français ou européen. Donc voilà, bien évidemment, cette proposition de loi, en fait, elle n'est absolument pas révolutionnaire, parce qu'elle s'appuie sur des accords internationaux qui ont été signés par la France. On a parlé des principes directeurs de l'ONU ou ceux de l'OCDE, ce sont des principes que la France a ratifiés. Donc simplement, avec cette proposition de loi, on met en musique, si je peux parler comme ça, ces engagements que la France a ratifiés. Donc, au vu de ces engagements internationaux, il nous semble que c'est vraiment le bon moment pour instaurer une obligation de vigilance afin d'empêcher justement la survenance de ces drames et de prévoir un régime de responsabilité au cas où ces drames arriveraient. C'est tout l'objet de cette proposition de loi qui transcrit donc en droit français, ce que je vous disais, des engagements diplomatiques de la France, et puis clarifie aussi le climat juridique actuel. Ce devoir de vigilance, c'est une obligation de moyens. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation de résultat. On sait très bien qu'un accident peut toujours arriver. Mais c'est une obligation de moyens. L'entreprise qui aura mis les moyens nécessaires pour éviter la survenance de tels drames ne pourra pas être poursuivie. Elle sera poursuivie uniquement si elle ne peut pas démontrer qu'elle a pris les précautions nécessaires pour éviter ce drame. Si Total avait pris un navire à double coque au lieu d'un navire à simple coque, eh bien, le drame ne serait pas arrivé en Bretagne.
Alors, il y a un aspect qu'il faut aborder, parce que c'est toujours l'argument qui nous est opposé, l'argument numéro 1, c'est cette PPL freinerait la compétitivité des entreprises françaises. Alors si vous voulez bien, je voudrais bien insister un petit peu sur ce point-là, parce que c'est toujours le point un peu délicat. La responsabilité des entreprises transnationales, c'est pas simplement une question morale, c'est aussi une question de compétitivité, justement. J'essaie de vous le dire à travers l'impact que ça peut avoir dans nos régions la partie nord du globe. C'est aussi une question de compétitivité de notre économie et de nos entreprises. Et je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête. Outre son coût humain et environnemental inacceptable dans les pays où il est pratiqué, ce moins-disant social généralisé pénalise vraiment notre compétitivité. Et tout comme il existe un dumping social, que tout le monde connaît, il existe aussi un dumping sur les droits humains et un dumping sur les normes environnementales, avec toujours en filigrane derrière une dilution justement de la responsabilité ou des responsabilités. Aujourd'hui, en fait, rien n'empêche une entreprise transnationale d'aller chercher justement une entreprise au Bangladesh, en Inde, au Cambodge, on pourrait multiplier les exemples, sans se soucier des problématiques extra-financières, plutôt que d'aller vers une entreprise française plus vertueuse qui travaillerait par exemple sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et pourtant, en choisissant justement des chaînes de production de plus en plus complexes et de moins en moins lisibles, aussi bien par le citoyen que par les autorités. Il faut bien se rendre compte que même les États n'y comprennent plus rien parfois, je veux dire même les gouvernants n'y comprennent plus rien. Mais souvent les entreprises ont l'illusion de contourner des règles qu'elles estiment trop rigides. Mais c'est souvent un trompe-l'œil, et on a des exemples pour expliquer ça. Parce qu'elles s'exposent à des nouveaux risques, des risques qui sont extra-financiers, et Fanny aussi l'a rappelé tout à l'heure, tels que la sous-traitance sauvage, ne contrôle plus rien, en fait, le risque réputationnel. Je peux vous dire qu'avant-hier matin, on a auditionné le PDG de Carrefour, qui est venu nous voir à sa demande, à l'Assemblée nationale, avec Dominique Potier et Daniel Leroy. Le risque, sa crainte numéro 1, c'est que justement la réputation de Carrefour soit entachée. Parce que derrière, c'est évidemment des ventes qui sont à la clé, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, bien évidemment, en plus, s'il y a des victimes, c'est la nécessité de devoir indemniser des victimes. Et je reviens à la catastrophe de l'Erika, ça a coûté beaucoup plus cher à Total d'indemniser les victimes et les collectivités bretonnes en particulier, que s'il avait fait naviguer un navire à double coque qui aurait coûté beaucoup moins cher que ça. Et donc, le jour où la maison mère pourra être tenue comme juridiquement responsable en France pour les atteintes aux droits de l'homme commis par l'une de ses filiales à l'étranger, alors elle sera bien obligée de prendre en compte et de chiffrer le risque juridique et financier que cela implique. Et on se rendra compte alors souvent que les PME françaises, du moins celles qui travaillent en particulier sur la responsabilité sociale et environnementale, sont finalement assez compétitives dès lors qu'on a une approche globale du risque financier, extra-financier, et donc du rapport coût-avantage. Et ce que je dis, je peux vous assurer, n'a rien d'utopique. Parce que si on regarde les dernières grandes crises d'entreprise qui ont eu lieu, c'est souvent, les 3/4 du temps, c'est pas des problèmes financiers. Alors, je ne vous parle pas des crises bancaires, mais des crises d'entreprise. C'est les 3/4 du temps des problématiques extra-financières qui ont provoqué ces grandes crises. Et c'est quelque chose qui leur a coûté beaucoup d'argent. L'exemple de l'Erika, encore une fois. Et c'est quelque chose qui est important de rappeler parce que ça permet de convaincre aussi des personnes qui ne seraient pas sensibles à des arguments moraux. Et je reviens au président de Carrefour, je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus sensible aux arguments sur la réputation de son entreprise que sur des arguments moraux qui pourraient lui être évoqués. Donc c'est pour ça que j'estime que la non-responsabilité des maisons mères est une véritable anomalie, c'est un non-sens moral, politique et social, et qui va à l'encontre aussi bien des intérêts des populations qui en sont victimes que de nos propres intérêts ici, en France et en Europe. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette PPL. Quand même vous dire un mot où on en est aujourd'hui, parce que je ne vous cache pas, on a des résistances très fortes. Alors on a des soutiens. On a des soutiens parce qu'on a déposé cette proposition de loi, je vous l'ai dit, fin novembre. On a été obligé de la déposer 2 fois, parce que
les travaux de l'Assemblée nationale sont ainsi faits que malheureusement les groupes se battent entre eux pour déposer les propositions de loi. Donc on avait travaillé ensemble avec Daniel Leroy, socialiste écologiste, mais il a fallu la déposer au nom du groupe socialiste avec Daniel Potier, et Daniel Leroy l'a déposée au nom du groupe écologiste. Voilà, c'est comme ça. C'est des choses à améliorer aussi dans la vie politique. Et donc nous avons nous aussi fait un plaidoyer. On va pas parler de lobbying. Et nous sommes allés voir les autres groupes de gauche. Et au final, on a réussi à convaincre, sans trop de difficultés, je l'assure, le groupe radical de gauche et puis le groupe GDR, donc les communistes à l'Assemblée nationale. Et puis à la suite de ça, on a continué notre lobbying. On a convaincu les 5 grandes organisations syndicales représentatives en France. Et puis, nous sommes soutenus par évidemment quasiment toutes les ONG françaises, j'allais dire. C'est peut-être beaucoup de dire toutes, mais enfin, en tous les cas, toutes les grandes, en tous les cas, ONG françaises, le CCFD, bien évidemment, Peuple Solidaire, mais il ne faut pas oublier Amnesty International, etc. et toutes les autres. Alors, on fait du lobbying toute l'année. Je veux dire, je vous ai dit, on a reçu avant-hier le PDG de Carrefour, mais on essaye aussi d'être présent dans les médias. Je suis allé il n'y a pas très longtemps avec la représentante de l'Amnesty International sur le plateau de Canal+, pour essayer de parler un petit peu de ça, parce que on relaie à l'Assemblée nationale la campagne du CCFD qui a écrit à tous les députés pour faire en sorte qu'ils apportent leur appui. Parce qu'il faut savoir autre chose, c'est que on a déposé cette proposition de loi que j'ai là, elle est signée par tous les députés socialistes de l'Assemblée nationale. Malheureusement, si le groupe socialiste ne décide pas que cette proposition de loi est votable, bah, même les gens qui l'ont votée, c'est pas certain que tout le monde la votera, si elle arrive à l'Assemblée. Donc on a décidé, nous, on a dit, et je l'ai dit très clairement, quand j'étais sur le plateau de Canal+, quand Dominique Potier est allé à France Inter il n'y a pas très longtemps, ou Daniel Leroy sur d'autres plateaux, on l'a dit, nous, maintenant on est décidé. On est décidé à ce que cette proposition de loi soit examinée à l'Assemblée nationale dans un délai raisonnable, et on avait fixé fin janvier. Parce qu'il y avait des techniques, je ne vais pas rentrer dans les techniques parlementaires, parce que ça serait un peu compliqué, mais on pouvait la déposer, la faire examiner. Alors la difficulté, c'est de faire de ce que le groupe socialiste la vote, parce qu'avec 300 députés, en fait 300 députés, c'est lui qui fait pencher la balance. Donc, mais je suis persuadé, moi, que cette proposition de loi recueillerait l'assentiment, en tous les cas, de beaucoup de députés socialistes qui ont compris que ces valeurs qu'on portait là étaient aussi importantes pour aussi réconcilier les politiques et les citoyens, parce que je crois qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Et donc on va continuer à se battre là-dessus. Et donc, il semblerait que depuis qu'on ait dit ça, le gouvernement soit un tout petit peu plus sensible. Et d'ailleurs, Manuel Valls, avant-hier, a lâché dans la presse, je dis lâché parce que je ne suis pas certain de la suite des choses, qui soutenait cette proposition de loi. Donc on attend, même si je reste, moi aussi, puisque je porte un devoir de vigilance, je me l'applique à moi-même vis-à-vis de ce type de déclaration. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a un mouvement qui se fait, et donc, de toute façon, le gouvernement va revenir vers nous pour nous proposer un texte dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, même normalement, un texte qu'on examinera déjà entre nous, et qu'on examinera avec les ONG, qui ont travaillé avec nous depuis le début, parce que bien évidemment, on ne fera pas les choses sans elles. Donc on examinera tout ça, et on prendra une décision à la suite, pour savoir si on doit aller jusque-là. Parce que, il faut bien se rendre compte, il y aura peut-être des questions dans la salle tout à l'heure, mais on va relativement loin avec cette proposition de loi, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à des sanctions civiles et pénales pour les personnes morales qui dirigent les entreprises. Donc ça fait parfois aussi un petit peu peur à certains dirigeants d'entreprise. Mais est-ce qu'on peut accepter que des business plans aujourd'hui soient basés, intègrent le fait que des droits humains soient bafoués, intègre le fait que des normes environnementales soient oubliées, intègre le fait qu'on détruise la planète. Est-ce qu'on peut accepter ça? Nous, on dit non, avec Daniel, avec Dominique, et c'est pour ça qu'on a déposé cette proposition de loi. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aura sans doute des questions dans la salle. Merci. Peut-être le micro.